Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Un pilote presque parfait, votre émission dérivée de votre podcast habituel, la saison des séries. Je m'appelle Franck et une fois n'est pas coutume, Junior, votre animateur habituel, m'a laissé sa place. Je suis très heureux de passer la prochaine heure avec vous et j'espère que vous allez bien. On ne sait jamais, si c'est votre première écoute, petit rappel du concept de PPP pour les intimes. Chaque mois, nous sommes 3 pour parler d'une série uniquement à travers son premier épisode que l'on passe en revue scène par scène. À la fin de nos observations, analyses et autres digressions, chaque participant devra attribuer à ce pilote une note située entre 0 et 10. L'objectif est de vous indiquer si la série au programme mérite d'être suivie au-delà du premier épisode. Pour ce nouvel épisode, pas d'invité extérieur et pas de chef non plus. Junior nous a laissé seul aux commandes. La première intervenante, vous l'avez déjà entendu dans l'épisode d'un pilote presque parfait, Killing Eve, et la saison des séries Le problème à 3 corps. Il s'agit de Solène. Salut Solène, comment vas-tu ? Salut Franck, ça va bien, et toi ? Ça va très bien, un petit peu stressé d'animer sans le chef, mais avec ça vous, je pense que tout va bien se passer. La troisième personne à rejoindre notre équipe cette année, c'est notre premier podcast tous les trois ensemble. Vous l'avez déjà entendu dans le PPP Véronica Mars, il s'agit de Jérémy. Jérémy, comment vas-tu ? Ça va très bien, alors je te demande pas comment ça va, ça a l'air d'aller très bien, mais je suis très content de faire cette émission avec vous deux. Au programme aujourd'hui, une série télé américaine réalisée par Christopher Storer et diffusée à partir du 23 juillet 2022 sur Hulu One. Il s'agit de The Bear. Alors, The Bear sur place ou à emporter en VF. Les 3 saisons sont déjà disponibles sur Disney+ en France et une 4e est en préparation. Pour vous donner un petit aperçu, je vous propose un premier extrait et on en parle juste après. 25 pounds? No, I ordered 200. What is beef? You still got that meat connector? We get $12.50 for that on eBay. Boom. You cut vegetables like a bitch. Not system, baby. System! This is your brother's house. I was running it fine without you. Why didn't he leave it to you then? Don't wipe your hands on your apron, chef. Jeff. I refer to everybody as chef because it's a sign of respect. You can throw down, huh? Behind. So how you gonna pass the family test? Delicious or impressive? Delicious is impressive. Word. Yo, family's up. I just never had plátanos with like grass on it. We want to change this restaurant, right? But we have to change the chemistry. Hey, why are you always like watching me? Because it's just sort of my job. We're the chili flakes. Cousin organizes, it's more confusing. Right there. Labeled chili flakes. Pour celles et ceux qui n'ont jamais vu cette série, Jérémy, est-ce que tu peux nous en faire le pitch ? Ouais, bien sûr, c'est l'histoire de Carmen Berzato, alias Carmi, un jeune chef étoilé qui revient à Chicago pour reprendre la sandwicherie italienne de son frère qui s'est suicidé. Ambiance. Et il se retrouve face à de nombreux défis entre les dettes du restaurant, un personnel mal formé, l'opposition constante de Richie, un vieil ami de la famille qui bosse dans le restaurant. Carmi va également engager Sydney, une apprentie talentueuse, mais ses idées de modernisation créent pas mal de tensions dans l'équipe. Du coup, entre ambition culinaire, rush hour infernal et résistance au changement, Carmi va vivre un véritable cauchemar en cuisine. Waouh, qu'il est fort. C'est très très beau. Fallait que je calme. Pas mal. Non, c'est beau, c'est un point. Au casting de ce pilote, nommé Le Système, ou simplement Système en VO, Jeremy Allen White, Ebon Moss-Backrache, Ayo Edebiri, Lionel Boyce, Lisa Colón-Zayas, Abby Elliott et Matty Matheson. Et donc, avant d'entrer de plein pied dans le pilote, quelques questions pour comprendre votre rapport à la série. Et premièrement, après cette longue liste que j'ai pu détailler comme j'ai pu avec des noms de famille assez compliqués, est-ce que vous connaissiez les acteurs avant ? Alors, moi, je retiens jamais les noms des acteurs, donc là, tu les as tous cités, je suis incapable de dire à quel personnage ils correspondent dans la série, mais je crois pas les avoir déjà vus avant, peut-être juste la sœur de Carmi, son visage me parlait, mais est-ce que je l'ai vue quelque part, je sais pas, ou est-ce qu'elle a juste un visage commun, je ne sais pas. Et toi, Jérémy ? Moi, je connaissais un peu Ayo Edebiri, qui joue Sydney, parce que je l'ai vu dans d'autres films, dans d'autres séries. Mais c'est vrai que ce que je connais mieux du casting, c'est plutôt les acteurs invités. Ouais. La série a plein d'acteurs très prestigieux, en particulier dans les saisons d'après. Ah oui.
Il y a des épisodes fabuleux avec les acteurs invités. Enfin, il y a les repas de famille de la famille de Carmy et de Michael. Ils sont... D'ailleurs, en parlant de Michael, tu l'as pas cité parce qu'il est pas dans le premier épisode, mais John Bertal, c'est lui qui joue Mikey, et chacune de ses apparitions vole la vedette à tout le monde. Moi, j'avoue, c'est une des raisons pour laquelle j'ai commencé la série. Ah oui. C'est parce que j'adore cet acteur. Il est toujours incroyable, où qu'il soit. Complètement. Alors moi, je connaissais pas forcément les acteurs non plus à ce moment-là. Depuis, ils sont devenus plus connus et ils font plein de choses. Du coup, Jeremy Allen White, qui est Carmy, il a joué dans de nombreux films, et là, il va jouer dans le biopic sur Bruce Springsteen. Ebon Moss, donc c'est Richie, lui, il va jouer dans Les 4 Fantastiques. Et il va jouer la chose. Il va jouer la chose, voilà. Et ce qui est plutôt drôle à noter, alors il y a Matty Matheson, que je ne connaissais pas, mais en fait Matty Matheson est un chef étoilé, et qui est producteur de la série, ou en tout cas coproducteur de la série, et c'est lui aussi qui est l'intervenant culinaire sur la série pour vérifier ce qui se passe. Et Matty Matheson, c'est fac. C'est un peu l'homme à tout faire. C'est ça. Et il touche jamais la cuisine. C'est ça, Oui, c'est exactement. très très drôle. Sur d'autres questions, du coup, alors quand est-ce que vous avez découvert la série, et qu'est-ce qu'elle représente pour vous ? Et, question subsidiaire, est-ce qu'elle vous donne faim ? Vas-y, Jérémy. Ouais, elle donne faim. Après, moi, j'ai une relation un peu ambiguë avec cette série. C'est que je l'adore, elle est incroyable, et en même temps, elle me crée une angoisse. Et je suis épuisé après la fin de chaque épisode. Je me sens pas bien. Autant elle peut me donner faim, mais à la fin d'un épisode, j'ai la nausée. Je pense que je suis dans une relation abusive avec cette série. Mais je suis assez d'accord avec ce que tu dis, parce que moi, je regarde beaucoup de séries quand je suis en train de manger avec mon mec, et cette série, je n'y arrive pas. Je lui dis, mais j'ai pas envie qu'on me crie dans les oreilles quand je suis en train de manger. C'est hors de question, en fait. Et parce que c'est tellement le rush tout le temps dans la série que quand t'arrêtes ça, t'as juste besoin de souffler, de dire ouf, purée, je viens de faire un marathon là, c'était horrible. Enfin, la série est très bien, mais disons que c'est épuisant à regarder. En fait, elle est très bien à cause de ça. C'est-à-dire qu'elle te met dans ce stress-là, et c'est le but, clairement, de la série. Mais c'est vrai que selon les moments, t'as pas envie. Ouais. C'est clair. Puis c'est pas une série à binger. Ah non. Non, pas du tout. Parce que on regarde les épisodes à la suite avec ma copine aussi, et il y a un moment, il fallait qu'on fasse une pause. On était là, ça y est, j'en peux plus, on a vu 4 épisodes. Non, on a vu que les 2 premiers, et c'était déjà beaucoup. Moi, j'ai pas tout vu encore. Toi, je sais, Jérémy, que t'as tout vu. Moi, j'ai vu que la saison 1. Mais je suis très contente de pouvoir parler du pilote, parce qu'après avoir vu le premier épisode, j'avais plein de trucs dans la tête en me disant « Ah, ça fera un super PPP !» donc j'ai encore pas tout vu. Et justement, parce qu'elle se binge pas, je regarde un épisode comme ça de temps en temps, quoi. Oui, je suis d'accord. Enfin, après, il y a des épisodes, là notamment... Alors, moi non plus, j'ai bientôt fini. Je suis, je crois, au dernier ou avant-dernier épisode de la saison 3. Il y a un épisode avec Sugar et sa mère. Elles sont à l'hôpital toutes les deux. Et en fait, l'épisode, c'est que ça. Et c'est d'une intensité. Mais c'est... Alors que, en fait, c'est juste... Elles discutent pendant tout le truc. Et c'est d'une violence. Tout est... enfin, voilà. Mais en fait, parce que ils jouent super bien tous. Il y a un vrai contrôle sur le rythme, même entre les épisodes. T'as un épisode dans la saison 2, sans spoiler, qui se passe pendant un dîner de famille qui est extrêmement intense. Et c'est là d'ailleurs qu'ils sortent tous leurs guest stars. Mais cet épisode, il te met dans une angoisse folle. Et juste après, t'as un épisode beaucoup plus calme, beaucoup plus contemplatif. Et c'est un peu la force de la série, c'est cette balance de rythme. Complètement. Une dernière petite question avant de se lancer dans le décortiquage assez complexe de cette série. Est-ce que vous la regardez en VF ou en VO ? VO. Alors, j'ai regardé en VO. Alors là, j'ai regardé en VF pour l'épisode parce que j'avais déjà regardé en VO. Effectivement, en VO, c'est bien mieux, mais c'était plus facile pour prendre des notes de regarder en VF. Non, mais je suis un grand défenseur de la VF, mais là, je la trouve pas... Elle n'arrive pas à te mettre dans l'ambiance vraiment... Enfin, j'ai pas l'impression de me faire hurler dessus quand je regarde la VF, et ouais. Du coup, c'est pas... Même si c'est plus agréable de la regarder comme ça, ouais. T'es moins dans le mood. On est d'accord que tu fais des choix de séries bizarres quand même. Hein. Tu veux te faire crier dessus, mais je veux me faire engueuler par une série, bon sang. Je te jure, cette série, elle est violente. Complètement. Voilà, peut-être pour cette première partie, pour un peu vous donner un point de vue sur comment est-ce que nous, on a vécu la série, et on va entamer le décortiquage
assez complexe. Pour rien vous cacher, juste avant, sur les coulisses, on fait un décortiquage de comment ça se passe, et l'organisation de cet épisode est assez difficile, mais on va faire de notre mieux pour vous retranscrire l'intensité de cette série. La série commence sur un homme de dos qui arrive sur un pont. Alors on peut reconnaître rapidement que c'est un pont de Chicago. Il s'approche doucement d'une cage. On saura après que ce personnage qui s'approche d'une cage, c'est Carmy, donc ça va être le personnage principal, en tout cas au début de cette série. Il ouvre cette cage et qu'est-ce qui sort ? Il sort un ours. Et un ours, en anglais, ça se dit the bear. Et après la sortie de cet ours, il se réveille brusquement. Et ça, c'est la première scène qui nous lance dans cet épisode, sachant qu'on est censé normalement se lancer dans une série qui parle de cuisine, et on a donc un homme qui marche sur un pont avec un ours. Qu'avez-vous pensé de cette rapide, courte scène de pré-générique ? Bah moi je trouve que elle nous met en tension on sait pas trop où on va. En plus Carmy à la fin de cette scène il se réveille presque essoufflé, donc très vite on est tout de suite dans l'ambiance de la suite de l'épisode et de la suite de la série, du rush en cuisine infernale quoi. Ouais, c'est une scène très intimidante. T'as la lumière de la rue en haut de l'écran qui te donne l'impression de voir comme de grands yeux jaunes très intimidants. Puis toute la scène avec l'ours. Et d'un coup, tu transitionnes dans la cuisine. T'as les couleurs bleutées de la nuit qui se fondent dans les couleurs de la cuisine, qui grisent, vertes. Pour une entrée en scène, c'est hyper impressionnant. Complètement, c'est vrai qu'on ne sait pas trop où on va, il y a déjà une tension, et il y a déjà l'ours qui représentera la série, et on comprendra plus tard pourquoi, quelle est la symbolique de l'ours, etc. Et donc maintenant, on va prendre la direction de la cuisine, et on va suivre toujours le personnage de Carmy. Ouais, bah du coup il est 6h du matin, il y a une musique ultra dynamique qui commence, ça sonne à la porte, c'est un livreur, il a apporté 25 pounds, ça fait seulement 10 kilos de viande, alors qu'apparemment Carmy en avait commandé 90 kilos. Il va donc immédiatement appeler le responsable du livreur pour savoir ce qui s'est passé. Ah bah il s'avère qu'ils n'ont pas les fonds pour payer plus de 10 kilos de viande. À ce moment-là, on peut s'attendre à ce que Carmy tape du poing, exige sa viande, mais en fait, au contraire, il est plutôt compréhensif. Il s'excuse. On apprend que ça fait pas longtemps qu'il est aux commandes du resto et surtout que l'ancien propriétaire, Michael Berzato, est mort. Enfin ça, c'est si vous n'avez pas cligné des yeux pendant cette scène que vous pouvez vraiment le savoir. Et voilà, ça sert principalement de scène d'exposition. Ce Michael avait l'air de s'occuper de tout dans son resto et c'est à Carmy de s'en occuper maintenant, mais on connaît pas vraiment leur lien, leur relation à ce moment-là de l'épisode. Mais là, ça n'est pas fini parce qu'on a un cut très rapide, un cut musical et ensuite visuel sur des images de jeux vidéo, sur de la musique de jeux vidéo. On voit Carmy qui fonce vers des bornes d'arcade qui sont au fond du restaurant. Il veut les débrancher, il se fait interrompre par une employée du restaurant. S'il débranche quoi que ce soit, il n'y a plus rien qui va fonctionner. Et ça lui donne une idée. Il se dit peut-être qu'il y a de l'argent dedans. Et en effet, il y a pas mal de thunes. Ça va peut-être permettre de payer le reste de viande. Alors, qu'avez-vous pensé de cette scène ? Alors, du coup, on va commencer par Solène. On est un peu partout et nulle part à la fois dans cette scène. C'est qu'on rencontre des personnages... Enfin, on commence à rencontrer Carmy, on entend parler de Michael, mais on ne sait pas qui est quoi dans la scène. On voit cette chef cuistot, on ne sait pas qui elle est. C'est déjà un peu le bazar, ça va vite. On sent que la migraine que Carmy il a dès le début de l'épisode, on va la voir nous à la fin de l'épisode, quoi. Complètement, là, on est effectivement déjà... C'est le rush, c'est ce qu'on a noté comme nom sur ce chapitre-là. On est déjà dans le rush et il est 6h du matin. Donc ça va être effectivement compliqué parce qu'il va falloir suivre et il y a des choses dans tous les sens. Et comme tu le disais, Jérémy, le moindre clignement d'œil, en fait, on va louper quelque chose. On va louper un détail qui sera peut-être important dans l'épisode, qui sera peut-être important plus tard dans la série. Donc c'est assez intense. Et là aussi l'exemple de la prise, faut pas débrancher, bah c'est ça en fait. Il faut pas débrancher. Sinon, si vous débranchez là, si vous coupez, tout va s'arrêter. Donc il faut tout le temps être à fond. Et c'est ce qu'ils font. Et puis il y a aussi ce truc on comprend que quelqu'un est mort, mais on sait pas trop en fait les liens qui vont unir. Et donc c'est là où pour moi ça commence en tout cas à être intéressant en termes d'intrigue, parce que sinon juste une série où c'est le bazar tout le temps, ça donne pas forcément envie de se dire bon bah je vais continuer quoi. Moi, il y a un autre détail aussi, c'est la viande. En fait, au début, on voit juste le livreur, on ne sait pas ce qui vient livrer. Carmy va ouvrir la boîte et tu vois que c'est du bœuf Angus de qualité supérieure.
ça dénote complètement avec le look du resto qui a l'air d'être un fast-food. Un lieu de trafic. Ouais. Mais ça ressemble à de la viande qui est servie dans des grands restaurants, pas dans une sandwicherie de quartier, quoi. Ouais. Où il y a une borne d'arcade de jeux vidéo qui est interdite à la vente et qu'il faut pas débrancher sinon tout s'arrête, quoi. Où il fait très gris, où c'est sale. Enfin, ça, on va le voir dans chaque scène derrière où l'atmosphère, elle est très glauque un peu, quoi, quand même, dans ce restaurant. Complètement. Il y a un souci, c'est une fausse surpiqûre, ça. Ouais, c'est normal, il date de la Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça qu'il n'y a pas de rivet non plus. Bah oui, t'y connais rien en jean ou quoi? Je peux pas tout connaître, d'accord? C'est un authentique Big E au liseré rouge de 1944. T'auras pas de mal à en tirer 250 balles sur internet. Et les 550 restants? J'ai ça aussi. Tu me prends pour un mendiant ou quoi? Il y en a au moins pour 300 $. C'est toujours pas suffisant. Et si je te file une veste type 3 de 1955? Plissé? Plissé. Vendu. On va continuer sur cet aspect glauque et tout est bizarre, on ne sait pas trop ce qui se passe, en suivant Carmy et ce qu'on va appeler son petit trafic. Ouais, une fois qu'il a récupéré les pièces dans la borne d'arcade, là on entre dans un montage de scènes un peu... c'est un peu un micmac, quoi. On a à la fois des scènes de cuisine où on voit Carmy qui prend le temps de bien découper la viande, comme on pourrait voir des scènes dans Top Chef ou dans des films de grande cuisine. On a des plans sur les couteaux quand il ouvre son panel de couteaux. Et en même temps, en parallèle, on a des plans dans les rues de Chicago, du métro, de Carmy qui va chez lui, où on le voit, il ouvre un peu de partout, il a des jeans de partout dans son four, dans ses placards, enfin... Toute sa cuisine est rangée avec des jeans à l'intérieur et donc en parallèle de lui qui cuisine, on le voit courir à travers la ville pour ensuite retrouver quelqu'un à l'arrière d'une voiture comme on dirait de la drogue. Lui, il va vendre sa veste en jean apparemment hyper de qualité, quoi, pour pouvoir acheter la viande qui lui manque. Donc il lui donne les pièces retrouvées dans la borne d'arcade plus la veste pour obtenir de la viande. Tout à fait. Ah oui, et à la fin de la scène, il met un message pour dire qu'il va y avoir un tournoi sur la borne d'arcade aujourd'hui au restaurant, parce qu'on comprend du coup qu'il a envie de faire venir du monde. C'est pas... Enfin, c'est bien d'avoir des kilos et des kilos de viande, mais il faut pouvoir les écouler et les vendre. Donc, il met un message pour un tournoi de jeux vidéo. Du coup, Jérémy, qu'est-ce que tu as pensé de cette scène de course? Pareil, hein, c'est une scène hyper effrénée. Moi, ce que je retiens, c'est surtout la scène où il est chez lui et il va récupérer les jeans pour aller les vendre ensuite. Comme tu l'as dit, Solène, il y a des jeans partout, il y en a même dans le four. Et en fait, ce que ça nous apprend sur Carmy, de 1, il a des jeans de qualité. Il connaît leur valeur. Alors aujourd'hui, il a l'air dans la galère de thunes, mais si ça se trouve, à une époque, il devait bien gagner sa vie. Et vu qu'il range ses jeans dans son four, c'est qu'il doit jamais l'utiliser pour cuisiner pour lui. Et d'ailleurs, on voit dans ses placards qu'il a que du pain de mie. C'est à se demander même s'il n'a pas dormi la veille dans sa cuisine. Donc vraiment, on a l'impression qu'il se cuisine jamais rien pour lui, quoi. Il cuisine que pour les autres. Effectivement, là, en fait, c'est une scène de caractérisation du personnage en faisant autre chose, en fait. On fait faire le personnage, on lui fait faire une tâche qui est je dois trouver de l'argent et gérer mon trafic avec mes jeans pour pouvoir faire du troc pour vendre de la viande. Et en même temps, de manière subtile, on va caractériser le personnage, mais toujours avec des petites touches. Comme on a dit, en fait, si vous clignez des yeux, vous voyez pas que dans son four, il y a des jeans. Alors que c'est un truc qui reviendra après. Il y a toute une discussion un peu plus tard sur le fait qu'il est chez lui, qu'il cuisine pas, et que, enfin, donc tout est fait de manière subtile et où il faut rien louper. Puis il y a un dernier petit détail aussi que je trouve intéressant, c'est que on voit Carmy courir partout, il est hyper angoissé, clairement ça a pas l'air d'être un gars calme et serein dans sa vie, sauf quand il cuisine. Au début, on le voit découper sa viande de façon très délicate. Là, il est serein, il sait exactement ce qu'il fait. On le voit préparer la sauce dans laquelle va être cuite la viande. Tout est millimétré, tout est cadré. C'est les seuls moments où il se sent bien. C'est quand il est en cuisine et qu'il prépare un plat. Oui, c'est vrai. Continuons à suivre Carmy, qui retourne en cuisine et qui va rencontrer un nouveau personnage. Ouais, au bout de 5 minutes, on a enfin un peu de calme qui se pose. On voit Carmy au téléphone avec quelqu'un pour lui demander un service, pour lui demander de lui rapporter la veste
qu'il a échangé dans la scène précédente contre de la viande, vu qu'apparemment elle n'était pas déjà chez lui. On apprend que c'était un cadeau de Michael pour Carmy, et c'est là qu'entre en scène Sydney, qui vient postuler pour le rôle de sous-chef. Elle lui tend son CV qui a l'air plutôt bon. D'ailleurs, c'est rigolo parce que elle a travaillé chez UPS, la société de livraison, et au début, Carmy pense que c'était un grand restaurant, alors que pas du tout, c'est juste qu'elle faisait des livraisons pour payer son école de cuisine. Du coup, Carmy a l'air de trouver que c'est un bon profil, même trop bon pour ce boui-boui. Il lui demande pourquoi tu veux travailler ici. Au début, elle hésite. Finalement, elle lui dit que c'est parce que c'était le resto préféré de son père. Ils y allaient quand elle était enfant. Carmy lui propose de préparer le repas de famille, le déjeuner pour toute l'équipe. Elle a l'air de savoir comment s'organiser. Mais avant, elle lui pose une question indiscrète. Elle sait que Carmy était un grand chef dans un grand restaurant par le passé. Et du coup, elle lui demande qu'est-ce que tu fous là, quoi ? Et lui, il répond juste avec lassitude je fais des sandwichs. Alors, Carmy était le meilleur chef cuisinier de tous les États-Unis. Ouais. Oui, mais ça, on l'apprendra, je crois, un peu plus tard dans l'épisode. Non, mais elle lui dit, là, je crois. Elle lui dit qu'en tout cas, qu'il faisait partie, qu'il travaillait dans le meilleur resto de tous les États-Unis. Ah oui. Ouais. Et ça prouve qu'il y a vraiment un décalage entre... qu'est-ce qu'il faut là, quoi ? Pourquoi est-ce qu'il bosse dans une sandwicherie, quoi ? Alors, Solène, pourquoi est-ce qu'il bosse dans une sandwicherie ? Qu'est-ce que tu as retenu de cette scène Qu'est-ce qu'elle nous montre, cette scène, pour toi ? Moi, j'aime bien cette scène parce que ça fait une pause un peu dans le rush du jour pour laisser place aux humains qui sont dans la cuisine. Et donc, à la fois, il y a Sydney qui parle de son attachement à ce lieu. Et en fait, on sent que Carmy, même s'il explique pas pourquoi il est là, il dit juste « je suis là pour faire des sandwichs ». On sent que ça lui parle et qu'il a aussi un attachement, on ne le connaît pas encore, on ne sait pas exactement pourquoi, mais en tout cas qu'il n'est pas juste là pour faire des sandwichs, en fait. Il est là parce qu'il a envie de travailler à cet endroit, qu'il a envie de faire quelque chose de ce restaurant, et c'est pour ça qu'il se démène aussi autant pour trouver de l'argent, quoi. Oui, complètement. Enfin, c'est encore... De toute façon, toutes les scènes, là, sont des scènes d'exposition, mais elles sont faites complètement différemment de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc là, on a eu la question de... Mais qui est ce gars ? Pourquoi il est là ? Quelles sont les différences entre il commande de la grande viande de grands restaurants et il travaille clairement dans un truc qui ressemble à un kebab, enfin un vendeur de sandwich. Alors, c'est pas très gentil pour les vendeurs de kebab, mais il y en a des très bons. Il y en a des très très bons. Et donc là, on commence à comprendre qu'est-ce qui fait qu'il est là. On commence un peu à voir le rideau se déchirer sur pourquoi est-ce qu'il est là. À ce moment-là, on ne sait pas encore quel est le lien entre Carmy et Michael. Donc ça reste encore un peu flou, mais on sent qu'il y a un grand lien parce que il lui a offert une veste et c'est lui qui est là pour le remplacer. Je pense que ça nous fait avancer là-dessus. Un dernier truc sur cette scène, c'est le début du blabla technico-cuisine, surtout quand Carmy lui dit « tu vas cuisiner pour la famille, viande plus 3, plus 3 quoi ?» Si t'as pas vu l'épisode avant ou si t'as pas un petit peu d'expérience, tu comprends que dalle à ce qu'elle doit faire. Elle doit préparer le déjeuner pour l'équipe, un plat de viande avec 3 accompagnements. Ça, c'est grâce à la VF que j'ai compris. Mais ouais, si t'as pas le lexique, faut attendre la fin de l'épisode pour comprendre que le family, c'est le déjeuner de l'équipe, quoi. Et en même temps, ce qui est assez bien fait, c'est que si tu comprends, mais si tu l'as pas, ça te gêne pas pour la suite de l'épisode, en fait, et tu referas le lien un peu plus tard dans l'épisode. C'est vrai que sur le moment, tu dis, mais qu'est-ce qu'il vient de lui dire ? Il vient de lui donner un ordre, on ne comprend rien. Puis ce type de jargon culinaire, il y en aura plein d'autres au fil des saisons. Oui. Voilà, oui, alors ça va continuer, voilà. Même après 3 saisons, il y a des nouveaux trucs, ça y est, on comprend. Au bout d'un moment, là, ça y est, je sais, là, j'ai compris. Mais plein de fois, il dit des trucs, il dit... Voilà. Mais sur le même principe que les séries médicales de type Urgence ou Doctor House, où au début, ils disent plein de choses et tu comprends pas. Et puis au bout de 8 ou 10 saisons, là, tu sais exactement ce qui va se passer, tu sais qu'est-ce qu'ils vont chercher, pourquoi est-ce qu'ils vont le faire, etc. Donc on est aussi sur cette idée-là. Sydney, prépare-moi un lupus. Ah, j'ai hésité à dire, on va chercher, est-ce que c'est un lupus ? On a beaucoup trop regardé Doctor House. Elle est trop bien, cette série. Donc, on reste en cuisine, parce qu'on reste beaucoup en cuisine dans cette série quand même. On reste donc dans la cuisine dégueulasse, mais on va rencontrer tout un tas de nouveaux personnages qui vont arriver dans la foulée. Hey, Marcus, I need a double order of bread today, okay, chef? Come on, Carmy, I've been telling you for the past 2 weeks the mixer's fucking and I gotta do all this by hand. Plus, Tina keeps messing with the temperature and it's fucking up my rice. Tina, I know you speak English. Listen, Marcus, we're not meeting dailies, all right? Vendors are cutting us off. I don't have the money to fix it right this second, but I will get you a new mixer, okay? I promise you. Carmen, buzzer!
right, that's the beef. Come on, give me a hand. Corner. Smaller fry scoops today, chef. Behind. Not system. What is this system? Michael's system. Carmen, there's the girl. Yeah, that's Sydney. She's helping us out today. Michael's system makes no sense. I'm saying something. Marcus, I say something. You are my favorite bitch. Oh, your English is getting tight, Zeebs. You kidnapping ship captains? Your mom teach me doing sex. Oh, that's not cool. I'm fucking with you. That's how you do it. Hey, yo, Gary, you set up a compost for me today, chef? After I do my thing in the place. It's very clear. Thank you. Behind. Hey, chef, is there like a family shelf or something? Behind. Shelf. Sorry. Sí, como la comida extra para usar la comida familiar. Ah, sí, la comida familiar. Fuck off. Gracias. Donc là, oui, c'est vraiment le moment de présenter toute la famille, hein, toutes ces personnes qui seront au repas à la fin de l'épisode. Donc, on retrouve la dame qui était tout à l'heure vers les machines d'arcade, qui s'appelle Tina, qui est une cuisinière du resto. On en a un autre, Ibrahim, qui lui s'occupe, on ne sait pas trop, mais en tout cas sur le plan où il apparaît, il est plus vers la friture. Et il y a Carmi au milieu de ça qui donne des consignes un peu à tout le monde de faites ci, faites ça, n'ouvrez pas telle casserole, machin, mais personne a l'air de vouloir lui faire confiance, a l'air de vouloir l'écouter surtout, parce qu'il demande à tout le monde de pas faire foirer le resto. Enfin bref, c'est vraiment un gros capharnaüm de moi je vous donne des consignes, mais personne veut l'écouter parce que tout le monde voulait rester comme c'était avant, donc personne fait vraiment d'efforts. Entre-temps, on rencontre Marcus qui râle parce qu'il veut un nouveau mixeur. Donc Marcus, comment est-ce qu'on peut définir ce qu'il fait ? Il fait des pâtisseries, il fait le pain, il fait... Ouais, il fait le pain, le pain des sandwichs, quoi. Ouais, voilà. Il fait le pain des sandwichs. Il râle parce que les températures sont pas assez stables pour son pain. Il demande de revenir au système de Mike. Et en même temps, il râle sur Tina parce que Tina, elle fait que changer les températures. On sent quand même malgré tout que eux tous, ils ont un attachement les uns pour les autres. Mais alors par contre, c'est le bureau des pleurs, quoi. Enfin, tout le monde râle, personne n'est content. Et en même temps, il faut rester comme c'était avant parce que c'était mieux avant. Et puis il y a Sydney qui arrive au milieu de ça, qui essaye d'entrer en relation avec Tina. Et elle a cru comprendre que Tina était latino. Donc, parce que tout le monde dit qu'elle parle pas... En tout cas, elle laisse entendre qu'elle parle pas anglais, Tina. Donc Sydney va lui parler en espagnol pour essayer d'entrer en relation avec elle. Et ça va foirer totalement parce que Tina elle lui répond tout simplement fuck off à la fin de la scène. Donc elle parle très bien l'anglais et surtout, elle n'a pas envie de voir de nouvelles personnes arriver dans ses pattes dans cette cuisine-là qui était à Michael, quoi. Effectivement, donc là l'intensité monte. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur cette présentation rapide de l'équipe, Jérémy ? C'est encore Carmi qui paraît être encore plus à l'écart, qui est pas dans son milieu, qui est pas là où il faut. Ça donne l'impression que Sydney va être son allié parce qu'elle a les codes un peu plus de la haute cuisine, j'imagine. D'une cuisine un peu plus organisée. Elle a le lexique, elle a tout ça. Toute l'équipe est contre lui, quoi. À part Marcus, à la limite. Il se plaint, mais il se plaint juste qu'il n'arrive pas à faire son boulot correctement. Et du point de vue de Tina et Ibrahim, Carmi, c'est un peu le nouveau manager, le nouveau chef qui veut changer toutes les méthodes de travail, toutes les habitudes qu'on pouvait avoir dans la cuisine. Dans le milieu du travail, c'est chiant de changer ses habitudes. C'est normal. Clairement, là, on monte en intensité. Alors, on était déjà bien, mais on monte encore en pression sur la tension qu'il peut avoir sur Carmi. Effectivement, c'est l'élément perturbateur qui va perturber l'écosystème, alors qu'il avait l'air quand même très, très, très chaotique, hein, vu comment se parle tout le monde et réagissent tout le monde les uns avec les autres. C'était très chaotique, mais ça avait l'air de fonctionner. Alors, on peut supposer que ça fonctionnait notamment parce que Michael devait être là et devait faire quelque chose qui fait que ça fonctionnait, parce que sinon tout le monde se serait entretué. Mais là, lui, il arrive avec, pour l'instant, en fait, Carmi, pour l'équipe comme pour nous, c'est-à-dire qu'on comprend pas qui c'est, quoi. On comprend pas qu'est-ce qu'il fait, on comprend que c'est on a compris, ça a été clairement dit que c'était un grand chef, et on comprend pourquoi il est là. Et en fait, c'est la même réaction que quand tous les membres de l'équipe disent mais qu'est-ce que tu viens foutre là ? Ça fonctionnait très bien avant que t'arrives, et là t'essayes avec tes manières de grand chef de gérer les trucs, mais nous on veut pas ça. On veut comme avant, et en plus on est triste parce que on a un attachement à ce restaurant. Ah d'ailleurs qu'on n'a pas nommé le restaurant. Ouais, c'est The Beef, précisément, c'est The Original Beef of Chicagoland. Voilà, tout à fait. Et ils ont, il y en a qui ont du coup les t-shirts sur The Original Beef of Chicagoland. C'est leur uniforme. Et pour votre information, j'ai ce t-shirt parce que j'aime beaucoup cette série. Ah, stylé. Ouais.
Donc voilà. Et il y a un nouveau personnage qui arrive. Tout à fait, parce que la tension, la pression n'était pas encore assez forte, le bordel n'était pas encore assez fort. Du coup, il y a un nouveau personnage qui arrive, dont on a parlé un petit peu déjà, qui est un ancien ami de la famille et le meilleur ami de Michael, qui est Richie, qui arrive dans la cuisine, qui arrive en retard, avec de longues minutes de retard par rapport à ce qui était prévu, mais il arrive tout en détente. Il en a rien à foutre d'arriver en retard. On découvre en fait que c'est le gérant du restaurant, mais au lieu d'apaiser toutes les tensions, eh ben en fait, il va refoutre de l'huile un peu de partout sur toutes les tensions qu'il peut avoir et se friter avec Carmy dès qu'il arrive. Et donc Richie est un personnage qui est en colère dès le début. C'est quelque chose qui va sûrement le caractériser pendant toute la série, mais il arrive et c'est pas celui qui va apaiser les tensions avec Carmy et qui va l'aider. Globalement, Richie, pour ceux qui ont vu vice-versa, c'est le personnage de colère, quoi. Clairement. Il est incarné par la colère et c'est la seule émotion qui le guide, en tout cas dans ce pilote et pendant un moment. Il est tellement de mauvaise foi par moment. Ah bah c'est tout le sel de ce personnage, quoi. Et après, ça va être toute son évolution. Sans vous spoiler, vous allez voir, il va évoluer. C'est celui, je pense, qui évolue le plus. Et il évolue d'une manière extraordinaire. Enfin, l'acteur est extraordinaire. Mais dans cette scène-là où il se retrouve enfermé dans le garde-manger ou dans la chambre froide, je sais pas trop ce que c'est, mais ils se retrouvent tous les deux et en fait c'est infernal à écouter parce qu'il y a Carmy qui arrête pas de lui dire j'ai pas le temps, je veux pas te parler, j'ai pas le temps, et il y a Richie qui veut à tout prix lui dire on fait comme avant, ce que tu fais c'est nul, enfin. Et il faut faire des pâtes. Il faut faire des spaghettis. Voilà, ça, ce qui sera le début de la scène d'après, c'est que effectivement là, sur détailler un peu plus, ils vont s'engueuler dans la chambre froide pour essayer de se mettre à l'écart de l'équipe, mais une chambre froide a priori c'est pas insonorisé, donc finalement personne ne les voit mais tout le monde les entend. Et avec la suite de l'intrigue de l'épisode, c'est il faut faire les pâtes parce que c'est les pâtes qui a été notre marque de fabrique. Les gens viennent pour nos pâtes. Et Carmy qui dit non, en fait, je veux pas faire les pâtes parce que je veux plus que ça soit sur la carte. Vos pâtes, elles sont dégueulasses. Elles trempent dans la sauce, elles ont aucun goût. Donc du coup, c'est pas ça qu'on va faire. En sous-texte, c'est même Carmy qui dit les spaghettis n'ont aucun goût comme vos clients. Et c'est pour ça qu'ils aiment ça. C'est ça. Effectivement, ça va pas l'aider à avoir un apaisement dans l'équipe. Juste avant qu'il parle de spaghettis, quand ils sont dans la chambre froide, la conclusion de la dispute entre Richie et Carmy, c'est quand Richie lui dit avant que t'arrives, on gérait très bien sans toi, alors maintenant tu vas m'écouter. Et Carmy va juste lui dire calmement, alors pourquoi il ne t'a pas légué le restaurant à toi si vous gériez si bien avant? Ce moment, c'est la première fois où Richie ferme sa gueule. Où il s'est pris un uppercut. Il n'a plus rien à dire. C'est un chaos technique, quoi. Ouais, vraiment. Et la discussion se termine comme ça. Et ce qui est drôle, c'est qu'on pourrait croire que Carmy, il peut être tout fier d'avoir sorti sa phrase assassine. Mais pas du tout. Il est pas bien. De toute façon, quand Carmy parle de Michael, il est toujours pâteux. Il est toujours très mal à l'aise. Et moi, je pense qu'il se pose la même question. Qu'il doit se dire... pourquoi est-ce que c'est lui qui a hérité du resto, quoi? Ouais. Et est-ce que c'est pas une punition pour lui? Pourquoi est-ce que Michael, puisqu'on sait toujours pas qui c'est, lui a légué ce resto? C'est dans cette scène où on apprend que... C'est dans cette scène justement. où on apprend que c'est son frère, ouais. lui. Et donc c'est là où on apprend que c'est son frère. Donc on comprend pourquoi est-ce qu'il lui a légué, mais on comprend pas pourquoi est-ce qu'il a pas légué à l'équipe de bras cassés qu'on vient de voir juste avant. Bah nous on comprend. Tu sais pas faire des spaghettis, Carmy? De 1, je sais faire des pâtes, Marcus. Et de 2, je suis désolé de vous décevoir, mais c'est pas vos spaghettis gluantes à la bouillie de sauce tomate qui vont nous sortir de cette impasse. C'est le tournoi de jeux vidéo. Fac va faire passer le prix d'une partie à $1. Je sais ce que je fais, d'accord? Putain, c'est qui, Fac? Tina, c'est toi qui as pris mon couteau, chef? T'as bien pris ma marmite, chef. Bien envoyé. Merde! Neil, Fac! Ce fils de pute, j'avais oublié, putain! Il veut tout le temps... Waouh! Pourquoi le bœuf est encore chaud? On vient de le sortir. Il a cuit 2 heures de trop, là! Non, il a cuit 2 heures de plus. On n'a pas reçu assez de viande pour la semaine. Pourquoi on n'a pas assez de viande? Parce qu'on n'a plus de thunes, ok? Le seul bœuf que j'ai pu avoir, c'est du bœuf à l'os. Donc il faut le faire braiser, il doit cuire 2 heures de plus. L'avantage, c'est qu'on peut en mettre moins en effilochant, en coupant le pain plus petit et en mettant moins de jus de viande. Écoute, on n'a jamais fait ça en 25 ans d'existence, Carmy. Oui, on travaille pas comme ça ici. Bah, vous devriez. Avec cette façon de faire, tu peux à peine payer tes employés. Il est temps de changer. Ne parle pas de salaire, monsieur Je Nomar. croyais que c'était ton resto, faut savoir. Et du coup, on va retrouver cette équipe de bras cassés dans cet épisode de la guerre des spaghettis. Ils sortent enfin de cette chambre froide. On apprend que Carmy est là depuis seulement 2 semaines. Que d'après Richie, ils ont des problèmes d'argent que depuis cette période. Bon, il y a des tas de factures impayées, mais voilà, ils ont des problèmes que depuis 2 semaines. Carmy cherche son couteau, mais il le trouve pas. Il pense que c'est Tina qui lui a piqué
pour se venger parce que dans une scène précédente, il a utilisé sa marmite pour préparer quelque chose. Pendant ce temps, t'as Marcus et Richie qui essayent de forcer Carmy à faire des spaghettis. Et comme vous l'avez dit, Carmy refuse catégoriquement, au point que Marcus et Richie se demandent s'il sait faire des spaghettis. C'est peut-être un grand chef, mais peut-être qu'il sait pas faire des spaghettis à la sauce bolognaise, enfin à la sauce tomate. Oui, c'est qu'il se casse même pas la tête de faire une sauce bolo, c'est juste des conserves de tomates, quoi. Vraiment, et ça s'enchaîne sur une scène de dispute où Carmy essaye de montrer son autorité et dire « Mais si, je sais faire des spaghettis, mais on n'en fera pas, laissez-moi tranquille. » Et bordel, il est où mon couteau ? Il se coupe, et la meilleure idée qu'il a après avoir passé sa blessure sous l'eau, c'est d'aller récupérer une poêle sur le feu à main nue, donc il se brûle, et ça crée encore plus de pagaille dans la cuisine. On a Richie qui s'énerve encore plus et qui refuse catégoriquement que le système change, que Carmy décide de diminuer les quantités de viande, de diminuer le pain, la sauce, de changer quoi que ce soit, aucun compromis. Et on finit la scène avec juste Carmy et Sid qui se regardent, complètement exaspérés, quoi. Effectivement, qu'est-ce que toi tu as retenu, Solène, de cette scène qui fait encore bouillir la casserole ? On augmente un peu en intensité encore. C'est ça. En fait, moi, surtout, ce que je retiens, c'est que on va toujours être un peu le cul entre deux chaises de savoir qui c'est le leader de ce restaurant, quoi. Est-ce que c'est Carmy ? Est-ce que c'est Richie ? Qui est-ce qui gère la cuisine et à qui on fait confiance pour la suite de cet établissement et pour que tout le monde soit satisfait au niveau clientèle, enfin, même si pour l'instant, c'est clairement pas leur souci premier, quoi. Effectivement, là, ouais, on voit, comme j'ai dit, ça boue. Il y a de plus en plus d'intensité, et nous, en tant que spectateurs, comme on l'a dit au début, enfin, ça commence à être vraiment éreintant, en fait, de regarder ça, parce que grosso modo, c'est quand même des gens qui s'engueulent depuis le début. Soit il y a un rythme frénétique parce que c'est la cuisine, soit il y a des gens qui s'engueulent parce que personne n'est d'accord sur ce qu'il faut faire et qui est le chef. Est-ce qu'on passe de l'ancien monde où on croit que tout allait bien à un nouveau monde où on sait pas où on va, quoi. Avec un chef, un gars qui arrive et qui on sait pas pourquoi il est là et qui nous file des ordres. On est sur ce moment charnière pour tout le monde, et du coup, c'est le bordel pour tout le monde, quoi. Et en fait, nous, à l'écran, on le ressent bien. Je pense qu'on peut peut-être faire un petit point sur la réalisation, enfin sur le rythme. C'est une partie importante de cette série. Sinon, ça serait juste des engueulades plates entre les gens. Mais ce qui fait que nous, on est... mais le rythme est hyper intense. Enfin, ça jongle tout le temps de partout. Il y a plein de gens qui parlent en même temps. On sait jamais où donner de la tête et qui suivre, en fait. On a vraiment l'impression d'être au milieu de ce restaurant et de pas savoir qui on doit écouter, quelle conversation est intéressante, où trouver notre place pour se mettre à cuisiner. On a l'impression d'y être et en même temps, on a juste envie de rendre notre tablier pour être tranquille, quoi. Mais clairement, et ça, c'est grâce au montage qui est hyper cut. Il y a des zooms rapides dans tous les sens, la caméra elle bouge dans tous les sens, et pourtant t'as l'impression de regarder un très long plan séquence qui dure, où tout le monde s'engueule constamment. C'est pour ça que c'est plus simple à suivre en VF, même si ça perd un peu de son charme. Genre en VO, ils se parlent les uns sur les autres, c'est dur à suivre, et on loupe plein d'informations comme ça. Et c'est possible que du coup, pour nous, à vous retranscrire, pour essayer de vous faire comprendre ce qui se passe et l'intérêt de cet épisode, puissiez avoir l'impression qu'on est un peu fouillis et un peu désorganisé, mais clairement, ça représente le bordel constant qu'il y a dans cette cuisine et dans cette série, qui est un bordel voulu. Voilà pourquoi on peut être un petit peu décousu par rapport à l'organisation qu'on peut avoir d'habitude, où on a des scènes vraiment carrées, et on dit voilà, c'est que la scène commence là, il y a des changements de plan, ou il y a des changements de lieu. Là, la plupart se passent dans la cuisine, et c'est le bordel tout le temps. Voilà. Donc c'était en même temps pour parler de la réalisation et vous faire une petite aparté sur pourquoi est-ce que peut-être vous avez l'impression qu'on est décousu, parce qu'on essaye d'expliquer une série où tout est en bordel tout le temps. Et donc pour faire suivre sur le bordel, ça enchaîne sur une scène où on retrouve Fac et Carmy. Donc Fac, on l'avait encore pas rencontré, mais c'est l'homme à tout faire du resto. En gros, il y a besoin de dépanner à tel truc, il va le faire. Il y a besoin de réparer un truc électrique, il va le faire. Mais par contre, il touche jamais à la cuisine. C'est normal, parce que c'est le vrai chef cuisinier. Dans la vraie vie, c'est lui qui est chef cuisinier, donc on le fait jamais toucher à la cuisine dans la série. Et en même temps, il est là, mais sans vraiment avoir été embauché, quoi. À un moment donné, dans le pilote, je sais plus quand, quelqu'un lui dit « je te paierai en sandwich », quoi. Enfin, il est là parce qu'il le dit d'ailleurs devant la machine de jeux vidéo, là, devant l'arcade. Il le dit qu'en fait, il était ami avec Michael, donc il est là plus par attachement que
pour gagner de l'argent, quoi, globalement. Et il parle avec Carmy des obsèques, il s'excuse de pas être allé aux obsèques, il dit qu'il a envoyé des fleurs, et Carmy lui dit « Ah, mais t'inquiète, moi non plus, j'y étais pas. » Alors, il le dit pas sur ce ton-là, mais il dit « Oui, bah, moi non plus, j'y suis pas allé. » On se dit « Mais c'est trop bizarre, cette relation où tout le monde est attaché à une personne, mais personne n'a été à son enterrement. » Bon, ok, c'est chelou. Et il se rend compte là, Fac, que Carmy est en train de saigner. Il y a un cut et on retrouve Carmy devant un miroir dans les toilettes probablement du restaurant. On a l'impression qu'il va se piquer, hein, clairement que c'est une scène de shoot ce truc. Au niveau des lumières, c'est hyper verdâtre, gris, c'est des lumières tamisées, c'est un peu chelou. Et en fait, il est en train de se soigner parce qu'il s'est coupé, il prend des cachets et on voit derrière lui une photo d'un resto avec une devanture où il y a un ours sur la devanture, et pendant ce temps-là, on entend aussi des bruits d'ours dans le fond, quoi. Il y a de nouveau un cut, et là, il retourne en cuisine une fois qu'il est soigné, qu'il a mis son cerveau un peu à plat, et il va goûter le plat de Sydney. Lui, il essaye d'avoir l'attention un peu des équipes parce qu'on se retrouve pas longtemps avant le service, donc il essaye de regrouper tout le monde pour donner des nouvelles consignes, mais Richie accapare les esprits de tout le monde puisqu'il est en train de raconter une anecdote apparemment super intéressante sur Mike. Donc tout le monde se fout de ce que Carmy est en train de raconter. Carmy retrouve son couteau qui était tombé sous un meuble, ou enfin en tout cas on suppose qu'il est tombé, mais peut-être que quelqu'un l'a mis là. Et puis on a de nouveau des images de cuisine, de viande bien assaisonnée, de cuisson lente. Enfin, ça recasse totalement le rythme d'avant qu'on a pu avoir dans les scènes précédentes où tout était hyper rapide. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cette scène J'ai réussi. Bravo. Est-ce que du coup vous avez quelque chose à rajouter sur cette scène qu'on n'a pas forcément déjà dit, à part c'est le bordel, mais c'est très bien réalisé? Ouais, 2 dernières petites choses sur cette scène. Déjà, quand Carmy remarque que son couteau est sous le plan de travail, c'est rigolo parce qu'on peut entendre la fin de l'anecdote de Richie où il lâche distinctement un gros full camp. Et ça résonne un peu comme si c'était la pensée de tout le monde en cuisine vis-à-vis de l'arrivée de Carmy. Puis quand il ramasse son couteau, on sent que Carmy il tremble, il est pas bien du tout. Limite, à tout moment, on pourrait basculer dans un film d'horreur où il allait planter quelqu'un. Ouais, c'est clair. En tout cas, moi, je m'attendais à ça, presque. Puis en plus, il y a un cut rapide sur l'image d'un brancard à la morgue. Après coup, j'ai supposé que c'était son frère qui était sous le drap, parce qu'on voit des images de Mike de dos qui est bien vivant, juste après. Mais bref, on sent qu'il va hurler, qu'il va faire exploser sa colère. Mais non, il va juste mettre la viande dans le four, et puis aller en direction de l'allée, dehors, pour aller voir sa sœur. Alors peut-être on peut continuer pour essayer de pas faire un épisode trop long et sans forcément tourner en rond pour dire c'est le bordel et que tout le monde est sur le point d'exploser, mais que Carmy garde tout en lui et il se détend en faisant de la cuisine dans un environnement chaotique. Du coup on peut continuer sur justement là il va voir sa sœur et c'est à toi Jérémy. Yes. On retrouve Carmy à l'extérieur face à sa sœur qui refuse de rentrer dans le restaurant. Il lui parle directement de la veste, même pas un bonjour. On apprend que sa sœur s'appelle Sugar, qu'elle pense que Carmy devrait vendre le resto de Mike à leur oncle. Mais Carmy refuse catégoriquement, il veut en faire quelque chose, il veut le réparer, même si personne ne lui a demandé. Il est vraiment éloigné d'elle physiquement et mentalement. Et avant que Carmy retourne en cuisine, Sugar lui dit « Bear, I love you », c'est son petit surnom apparemment. Et lui, il lui répond juste « Merci pour la veste ». Ok. On termine du coup sur un plan où Sugar se retient de pleurer ou de s'énerver, je sais pas trop. Et on enchaîne direct avec une scène plus agréable où Carmy fait goûter ses nouveaux sandwichs à son équipe, qui ont l'air de beaucoup les apprécier. Ils ont l'air super bons ces sandwichs. Il y a aussi une courte scène où Sweep, un autre membre de la cuisine qui est pas trop présenté dans ce pilote, qui demande à Sydney si elle cherche à viser l'impressionnant ou le délicieux pour son déjeuner. Sid lui répond que c'est du pareil au même. Et enfin, on voit à travers la vitre une longue file avec plein de gens en cosplay, dont un déguisé en carotte. Ils sont tous impatients d'entrer. T'as toute la cuisine qui est hyper enthousiaste de voir tous ces gens. Par contre, Carmy, lui, il reste pragmatique. Il se dit « Ok, il nous faut plus de pain. » Oui. Moi, je trouve que la scène avec sa sœur, elle est un peu triste parce qu'on sent qu'ils s'aiment profondément, mais ils savent pas se parler et qu'ils ont tellement de choses sur le cœur qu'il va falloir détricoter tout ça tout au long de la saison et des saisons suivantes. C'est ça qui est intéressant, ça pose les personnages. Mais je trouve que c'est un peu triste parce que ils sont tous les deux en deuil et en fait personne se parle et personne ose se dire les choses et ouais, moi ça m'a fait un peu de la peine. Complètement, et puis ça va montrer un des enjeux de cet épisode et de cette série, c'est tout le travail sur la communication entre ce qu'ils se disent, ce qu'ils se disent pas, ce qu'ils auraient dû se dire, ce qu'ils voudraient se dire mais qu'ils n'arrivent pas à se dire,
et Carmy en tête de gondole sur le gars bloqué qui sait pas dire ce qu'il pense et les sentiments qu'il a. Il est aussi bon que Chef Cuisto, je pense. Et donc tout le travail sur cette série, ça va être comment est-ce qu'on communique, comment est-ce qu'on gère les émotions. Hein. Et pour reprendre ce que tu disais, on a colère, on a le gars qui est bloqué, on a la sœur qui est aimante et qui a envie d'être aimée. Tout va être sur les émotions et la communication qu'ils ont. Et là, c'est une des scènes qui montre ça clairement. I've been trying to call you. You haven't called me back. Yeah, no, I know. I've been busy. I've been working, so. Uncle Jimmy wants to buy this place. It's not for sale. I know, that's what I wanted to tell you. That it's not for sale? No, that I think we should sell it to him. So we can flip it into an Applebee's? No, I'm trying to do something here, sugar. Okay, I was so excited for you to come home. I gotta go. Okay. I'm okay. Okay? I want to fix this place. I was asking you to. I gotta go, okay? Bear. Yeah. I love you. Allez, on continue du coup. Il nous faut plus de pain, mais pour avoir du pain, il nous faut une machine qui fonctionne. Oui. Donc du coup, il y a Fak qui se retrouve à réparer la machine pour pouvoir faire plus de pain. Et là, il discute avec Marcus et il lui dit que Richie, c'est un connard, mais que il y a quelque chose à creuser. En tout cas, il laisse entendre que c'est parce qu'il est triste, en fait, globalement, de ce qui s'est passé pour Mike. Mais on n'en sait trop rien ensuite. Et après, tout le monde se retrouve pour le repas de famille, justement, que Sydney a préparé. Tout le monde est là pour goûter. Il y a tout un capharnaüm de est-ce que c'est du porc, est-ce que c'est du bœuf. Donc, presque, elle s'en prend plein la tête parce qu'elle aurait cuisiné du porc alors qu'elle a cuisiné du bœuf. Et en même temps, il y a un tour de table pour dire ce que j'ai aimé aujourd'hui, c'était ça, je suis reconnaissant de ça. Et au milieu de ça, Carmy, lui, il mange pas du tout, il reste debout et il observe le monde qui est à l'extérieur. Là, on est sur un moment de cohésion d'équipe, la limite de ce que l'équipe peut avoir comme cohésion. Mais là, c'est un moment plutôt festif et qui suit l'épisode du sandwich, là où tout le monde est plus ou moins content. En tout cas, ils mangent, donc ça va. Mais après, il y a chacun quand même qui a des griefs. Et on voit quand même qu'ils restent là parce que ils aiment ce restaurant. Ils aiment être ensemble, même s'ils passent leur temps à s'engueuler. C'est ça. C'est un amour vache. Complètement. Alors, on va sortir un petit peu du restaurant pour une fois, puisque comme tu nous le disais, Jérémy, ça y est, les geeks sont arrivés, ils sont en cosplay et on sent que c'est une population qu'ils ne maîtrisent pas. Des gens qui viennent jouer à un jeu ultra violent qui a été interdit parce qu'il était trop violent. Donc ils arrivent et Carmy sort pour essayer de les contenir un peu, de les faire attendre parce que voilà, ça va bientôt ouvrir. Ça se passe pas tout à fait comme prévu, hein. Les compétences de dialogue de Carmy sont assez limitées, surtout avec des gens très excités. Ils commencent à se battre avec des clients. La bagarre est coupée par des coups de feu. Et qui est-ce qui a bien pu donner des coups de feu ? Évidemment, c'est Richie qui a donc une arme qui tire en l'air et qui va rétablir l'ordre en engueulant tout le monde. C'est-à-dire qu'il va donner des règles, parce que c'est des règles qu'il estime lui être justes pour que ça fonctionne, mais il les donne de manière assez vindicative en engueulant tout le monde et en insultant tout le monde, mais pour que ça fonctionne. Il les traite d'incel et de fans de Snyder Cut. C'est ça. Si vous connaissez un peu la Justice League et l'univers d'ici au cinéma, vous allez beaucoup rire sur cette séquence. Une blague gratuite, vraiment c'est un truc gratuit pour la Snyder Cut, c'est très très drôle. Donc voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette scène sur le bordel ambiant qui continue et sur la caractérisation des deux personnages, rapidement ? C'est une scène très drôle, parce que Carmy se fait tabasser et quand il se fait sauver par Richie, il donne quand même un petit coup au mec qui le tapait juste avant pour reprendre l'ascendant sur la situation. Heureusement qu'il y a Richie, parce qu'à la base il voulait pas venir aider Carmy et finalement c'est le seul qui sait gérer une foule, même si c'est un peu abusé. Oui, on sent qu'il y a des choses aussi entre eux, comme Carmy avec sa sœur qui s'aiment mais qui se le disent pas. Richie et Carmy, ça va être la même chose. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on pense qui va se passer entre eux, qu'il y a un vrai attachement, mais que pour l'instant, il y a du deuil, il y a de la colère et il y a de la tristesse, quoi. Il y a peut-être quelque chose, avant de passer à l'autre scène, qu'on n'a pas dit encore, c'est comment est-ce que tous les personnages se nomment entre eux. Chef. Voilà, Carmy essaye d'instaurer à ce que tout le monde s'appelle chef, parce que c'est une marque de respect dans la cuisine, mais le seul avec qui il fait pas ça, c'est Richie, qui l'appelle cousin. Pas parce qu'il le respecte pas, hein, mais parce qu'ils ont un autre lien qui est cousin, et le coup de chef, pour l'instant, personne, à part Sydney, qui comprend le principe de chef, mais pour l'instant, à ce moment-là de la série, personne n'appelle Carmy chef, personne n'a de respect pour lui, et cette scène-là ne va pas l'aider, clairement, ne va pas l'aider à imposer son autorité.
il s'est fait tabasser par des geeks. On va finir sur la dernière scène. On va rester dans la joie et la bonne humeur. Oui, parce que Carmy, il est aux anges, son plan a fonctionné, ils vont pouvoir renflouer les caisses en vitesse. Par contre, Richie, il est pas du tout content. Il lui dit qu'en fait, ils sont pas du tout prêts à recevoir autant de monde et que c'est clairement pas le bon jour pour casser le système de la cuisine. Donc vraiment, il s'engueule une dernière fois. Richie considère que Carmy a rien à foutre là et que toutes ses idées ne servent à rien. Et il lui dit juste, t'arrêtes de vouloir tout changer, tu vas préparer des spaghettis comme on l'a toujours fait, et c'est tout, quoi. Donc Carmy est résigné, on le voit en cuisine en train de préparer des spaghettis. T'as Richie quand même, on voit Richie manger, goûter un des sandwichs, il trouve ça incroyable, c'est un hypocrite. Ouais, mais il vérifie que personne ne le voit. Ouais, il fait ça en cachette, ouais, c'est un hypocrite de première. Parce qu'il kiffe, hein, ça se voit qu'il adore ce qu'il mange. Et là, on a la première victoire de Carmy, parce que Marcus vient lui montrer sa nouvelle fournée de pain, parce que plus tôt dans l'épisode, Carmy lui a appris une méthode pour que son pain soit bien fluffy, bien cuit, etc. Et Marcus lui fait une marque de respect en l'appelant enfin chef. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit que c'est peut-être Carmy qui a raison depuis le début, que sa méthode, elle commence à avoir des adeptes. En tout cas, il a réussi à convaincre Marcus. On se retrouve de nouveau avec Carmy qui est en train d'ouvrir une conserve de sauce tomate. Il y a un sifflement d'une bouilloire avec de l'eau chaude qui retentit de plus en plus fort. Carmy prend la conserve de tomate et la jette violemment dans la poubelle. Quelle erreur! Et c'est la fin de l'épisode. Et spoil de la fin de la saison 1, mais cette boîte de sauce tomate... Non, on spoil pas, mais... Je dis pas, mais... Il y a un enjeu autour des sauces tomates. Il y a un enjeu tout au long de la saison autour de cette boîte de tomates. Voilà, tout à fait. Avant qu'on passe à la notation et qu'on essaye de finir relativement rapidement, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Après, vous allez pouvoir parler chacun à votre tour sur cet épisode, mais est-ce que vous voulez redire quelque chose avant qu'on passe à la notation? Ouais, juste une dernière remarque. On dit souvent dans la fiction que parfois des moments de silence en disent parfois plus que les dialogues, surtout sur les jeux d'acteurs quand ils sont vraiment très très bons. Et ici, ils sont très très bons. Alors, c'est vrai dans cette série, mais je trouve qu'une des grandes forces de The Bear, c'est qu'à l'instar du silence, le brouhaha et les engueulades, ça en dit beaucoup sur les personnages, leur mode de pensée et la relation qu'ils ont tous entre eux. C'est parfois limite même plus important de les entendre s'engueuler que de vraiment comprendre le dialogue qu'ils ont entre eux. Ok. Cousin, t'as vu le monde qu'il y a? Ça me fait pas rien. C'est quoi le problème? J'ai fait venir des clients, on va se faire un paquet de thunes, là. On n'est pas prêt pour ça. J'aurais pas dû te laisser les rênes, Carmy. Tu fais chier, c'était vraiment pas le jour. Tu fous en l'air notre façon de travailler. Tu veux parler? Écoute, juste... j'en ai rien à cirer. J'en ai rien à cirer de comment tu faisais un appât. Ici, y a ni pince à épiler, ni foie gras. T'as aucune idée de ce que nous on fait dans ce restaurant, ok? Aucune, t'es déconnecté. Alors on va faire ce qu'on sait faire, et on va faire en sorte d'avoir assez de bouffe pour nourrir ces putains de dégénérés. Sinon ils vont tout casser, c'est con. Tu vas bouger ton cul, prendre ces conserves, et tu vas me préparer ces putains de spaghettis. Sidney, désolé pour le flingue, je voulais pas te faire peur. Alors, on arrive maintenant à la phase de notation dans ce pilote presque parfait. Après tout ce qu'on s'est dit sur ce pilote, je vais vous écouter pour votre note et la justification de celle-ci, avec une appréciation globale de cet épisode concernant ses forces et ses faiblesses, l'échelon de notation, qui est copié sur le célèbre quotidien sportif L'Équipe, donc aucun d'entre nous ne lit. Si. 10 parfait, 9 exceptionnel, 8 très bon, 7 bon, 6 satisfaisant, 5 moyen, 4 insuffisant, 3 mauvais, 2 très mauvais, 1 exécrable et 0 inadmissible. Pour cet épisode, avec une décision collégiale, le coefficient 3 sera donné à Solène, donc ça te donne le droit aussi de commencer. Quelle est ta note pour cet épisode? Moi je suis pas hyper convaincue par ce pilote, pour être très honnête. Quand je l'ai regardé, donc moi j'ai commencé la série il y a 1 mois, j'ai regardé le pilote et je me suis dit, si cette série elle avait pas fait des cartons, que j'en avais pas entendu parler à tout bout de champ, je suis pas sûre que j'aurais continué après parce que justement c'est tellement le bordel que je ne sais pas où je vais après ce pilote. Et j'ai pas envie de tailler cette série non plus parce que elle a plein de qualités, notamment en termes de montage, de mise en scène, etc. Mais en fait, à la fin du pilote, on est là, ok, je ne sais pas ce que j'ai vu, je ne sais pas ce que je vais regarder. Et donc, c'est pour ça que moi, je mets juste 5 et je suis désolée. Mais parce qu'en fait, elle a la moyenne parce que t'as pas passé un mauvais moment et en même temps, tu sais pas pourquoi tu cliques sur épisode suivant, quoi. Ouais, mais tu l'as fait. Mais je l'ai fait parce que tout le monde m'a dit que c'était bien.
Je l'ai pas fait parce que j'en avais envie. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, c'est vraiment parce que tu dis, en fait, on m'a dit que c'était bien, donc la suite, ça va s'améliorer. Et je me suis dit, je vais être convaincue par la suite, mais le pilote ne m'a pas convaincue. D'accord. Et c'est ce qui s'est passé. Mais ça reste le bordel pendant toute la première saison, enfin pendant toutes les saisons. C'est toujours bordélique cette série. Oui, mais j'ai quand même été convaincue par la suite. Ok. Il y a des épisodes, il y a des choses qui se passent dans certains épisodes où tu te dis, bon ben là, on a un peu le côté humain et on s'attache aussi au personnage. Alors que dans l'épisode 1, c'est le bordel. Moi, à la fin du premier épisode, j'avais retenu aucun nom. Je savais pas qui était qui. Enfin, c'est... Voilà. Ok, c'est noté. Désolée, vous m'avez donné le coefficient 3. 5 coefficient 3. Bonne pioche. À toi, Jérémy, combien est-ce que tu as donné? Et pourquoi, surtout? Alors, moi, je lui mettrais un petit 7. Ouais. En fait, j'aime beaucoup ce pilote, mais en même temps, et c'est tout le problème de la série dans son ensemble, on se fait hurler dessus, c'est épuisant, mais je sais pas, moi, j'en redemande, et... Alors, tu veux peut-être en parler, peut-être que Je sais pas on se pourquoi. regroupe pour en parler, je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Non, mais je suis d'accord avec toi, Solène, à la fin de ce pilote, tu retiens rien, c'est impossible. Et même, j'ai envie de dire, à la fin de la saison 1, tu retiens pas tous les personnages. Il y a encore des relations entre les persos, tu sais pas qui est qui. Moi, c'est vraiment à partir de la saison 2 et des épisodes flashback que j'ai vraiment compris qui était qui par rapport à qui. Sauf que j'ai du mal à le reprocher à la série, en fait, parce que je vois bien que c'est volontaire de la part des scénaristes de vraiment nous jeter dans l'action en plein milieu de la vie de leur perso, comme si on était des homards dans de l'eau bouillante. Donc ouais, si tu décides de rentrer dans le délire, la série, c'est comme un très très longue montagne russe où tu continues de descendre encore et encore et encore. Des fois, t'as des loopings et tu prends cher, parfois. Et à d'autres moments, c'est très cool. Heureusement que la série ne fait que 10 épisodes par saison. Et que c'est des épisodes de 30 minutes. Ouais. Et que c'est des épisodes de 30 minutes. Là, franchement... Déjà, c'était très compliqué de faire le découpage scène par scène. J'imagine même pas ce que ça aurait été. L'épisode durait 45 minutes ou 1 heure. Mais tu meurs, en fait. Mais il y en a qui durent plus longtemps, non? Il y en a qui durent plus longtemps, non, dans les saisons d'après? Peut-être. Il y en a qui durent 40, peut-être un peu plus. Peut-être. Ok. 5 pour Solène, 7 pour Jérémy. Et moi, comme je suis toujours très généreux, c'est pas facile. Je suis assez d'accord avec vous sur le côté c'est bordélique. On l'a dit en fait pendant tout l'épisode, on sait pas vraiment où on en est à la fin. Par contre, moi, je mettrais un 8. Voilà, donc un très bon. Et alors, pourquoi 8 très bon? Parce que je suis d'accord avec vous. Et en même temps, moi, j'ai cliqué de bon cœur. Ouais, j'avais envie de savoir ce qui se passait. Et ce côté bordélique, moi, ça m'a plu. Dans le sens où c'est une des rares séries où j'ai bien eu tout ce que j'attends d'habitude sur un pilote. Là, on juge le pilote, on essaye d'avoir de la caractérisation des personnages, de découvrir quels sont les personnages. Alors, ils sont pas tous au même niveau, on comprend qu'ils vont pas tous être au même niveau. Et en même temps, ce qui m'a plu, c'est que ça change. C'est pas linéaire, comme sur d'autres séries qu'on a l'habitude de voir. Tout est linéaire et on sait exactement où on va. Là, en fait, c'est tout ce bordel et toute cette intensité. Ça m'a donné envie de voir la suite. Et avec le travail sur la réalisation, sur le son, ou sur l'absence de son, enfin sur la gestion du rythme, que ce soit à l'image, sur des fois c'est le bordel et d'un coup ça devient calme, sur ce qu'on a dit, des fois il y a du brouhaha, et du coup quand il y a du silence, on apprécie le fait qu'il y ait du silence. Et en fait, c'est toute cette réalisation que je trouve complètement folle. Le travail des acteurs, ils sont tous exceptionnels. Et comme tu l'as dit au début, là, si eux vous les trouvez exceptionnels, les guests qui arrivent, ils sont encore plus fous. C'est-à-dire que quand les guests arrivent, et notamment effectivement quand on verra des flashbacks avec Michael, mais il est incroyable. C'est-à-dire qu'il vole toutes les scènes de tout le monde, alors qu'on vient déjà se taper 5 ou 6 épisodes avec des gars qui jouent super bien. Et lui, il arrive et dit, en fait, les gars, c'est moi le patron. C'est Michael, c'est le personnage principal mort de la série. Et tu comprends pourquoi. John Bertal, il a 3 épisodes en 3 saisons, mais en fait, il plane. Enfin, son personnage plane sur toute la série, sur tous les personnages. T'as l'impression qu'il est tout le temps là. Alors que non, c'est hyper impressionnant. Voilà. Et après, comme tu l'as dit, il y aura des épisodes. Effectivement, l'épisode du repas de famille, c'est mon préféré. Si vous pensez que cet épisode c'est le bordel, c'est le plus terrible. L'autre épisode, effectivement, après, vous allez voir La petite maison dans la prairie, parce qu'il faut vous calmer. Après, c'est d'une intensité folle. Dans la saison 1, il y a ça aussi avec l'épisode où ils ont des commandes toutes les 10 secondes.
Oui. Ça, c'était l'équivalent d'une panic attack. Et d'ailleurs, ça, c'est un épisode qui est plus court que les autres, et celui d'après est plus long. Quand on parlait de la durée, je crois que celui-là fait genre que 15 ou 20 minutes. Et heureusement. Et que celui d'après en fait 40. Ouais, et heureusement, ouais, parce que tu suffoques. Voilà, c'est ça en fait qui me plaît, c'est que la série, en fait au départ je pense que ça va être une mini-série, et elle est réfléchie du début à la fin de ce qui va se passer. S'il y a quelque chose qui se passe à l'image ou qui se passe dans le son, c'est que ça a été réfléchi pour faire ça. C'est pour ça que même si on connaît pas tous les personnages, on n'a pas retenu tous les noms, parce qu'il y a trop de noms, parce qu'il se passe trop de choses, parce que si on cligne d'un œil, si tu bailles, si t'éternues, t'as loupé 3 indices de ce qui va se passer après. Mais c'est parce que c'est fait comme ça que j'adore vraiment ça et que je mets que c'est très bon. Du coup, si mon calcul est exact, ça nous fait une note de 6,43. Très bien. C'est honnête. En fait, je trouve que c'est bien représentatif parce que le pilote est... Moi, je le trouve pas exceptionnel, mais par contre, il faut regarder la suite et il faut cliquer sur l'épisode suivant, donc c'est une note qui est quand même correcte pour ce qu'on a vu, quoi. Oui. Alors, un pilote presque parfait, c'est maintenant terminé. Un grand merci à vous deux pour être venus vous amuser avec moi dans ce premier épisode sans Junior. Merci Solène. Merci Franck. Merci également Jérémy. Merci Franck. Donc un grand merci quand même à Junior de nous avoir laissé jouer sans surveillance. J'espère qu'il ne va pas le regretter, peut-être au montage. Je vous dis à bientôt pour de futurs épisodes. Vous pouvez retrouver l'épisode de PPP que vous venez de suivre et tous les anciens sur votre appli de podcast préféré, sur Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire et 5 étoiles pour nous aider à faire grandir ce podcast et ça fait toujours plaisir à l'équipe. Laissez un commentaire ou s'abonner, c'est un choix très personnel, mais si j'étais vous, je le ferais. On est aussi présent sur les réseaux sociaux, sur X, @piloteparfait, ou sur Insta, la saison des séries. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de bons épisodes et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Salut. Salut.